Bonjour, je me présente Guylaine Perron, je suis la directrice du musée Louis-Aymon. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de l'exposition permanente qui s'intitule Maria Chapdelaine, Vérité et mensonge. Donc cette exposition-là parle évidemment du roman Maria Chapdelaine et de son auteur Louis-Aymon. Et pourquoi on l'a appelé Vérité et mensonge, c'est que le roman a tellement connu une célébrité incroyable et il y a tellement eu en fait de rumeurs par rapport à ce roman-là et aussi au personnage Maria Chapdelaine que ça a vraiment créé une espèce de mythe. Donc on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Donc voilà, je vous invite à rentrer. Donc ici, le premier mur de l'exposition, c'est le mur consacré vraiment au roman Maria Chapdelaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le roman Maria Chapdelaine a été écrit par Louis-Aymon en 1912 et ce roman-là a été écrit, en fait, Louis-Aymon s'est inspiré de Péribon quand même et de ses habitants pour écrire le roman Maria Chapdelaine. Et donc, il faut savoir que Maria Chapdelaine, c'est une histoire d'amour, mais aussi avec une trame, je vous dirais. Bien, en fait, Maria Chapdelaine, c'est plus un récit historique, en fait, avec une trame amoureuse. Donc, Louis-Aymon, son génie, vraiment, a été de vraiment bien détailler avec exactitude, finalement, les pratiques à cette époque-là. Entre autres, il y a un passage où il explique comment on faisait pour chasser les moustiques, donc pour pas que les moustiques entrent dans la maison. Dans le fond, on allumait un feu sur le perron de la maison et donc ça boucanait la maison et comme ça, on n'avait pas de moustiques. Donc, c'est vraiment des petits détails comme ça que Louis-Aymon a été capable d'aller chercher. Et donc, ici, sur le mur, vous voyez les niches, en fait, qui représentent les personnages du roman Maria Chapdelaine, les principaux personnages. Donc, évidemment, l'héroïne, Maria Chapdelaine, qui est représentée ici dans cette niche. On la représente ainsi parce que Maria Chapdelaine est une jeune femme très bien rangée. On peut dire qu'elle ne déroge pas des traditions. Donc, Maria Chapdelaine, c'est une héroïne, oui, mais je vous dirais une héroïne quand même assez effacée. Maria Chapdelaine parle quand même peu durant le roman. Et on voit en fait le chapelet ici pour représenter le fait que Maria Chapdelaine a dit les 1000 Ave Maria pour que François Paradis, donc l'un des prétendants de Maria, pour lequel elle est tombée amoureuse, revienne la voir et la marier. Donc, on a ici le premier prétendant qui est François Paradis. Donc, François Paradis, c'est un coureur des bois. En fait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il accompagne les Européens vers les Autochtones, les Amérindiens, pour faire l'échange des fourrures. Et durant l'hiver, il va travailler dans les chantiers forestiers. Donc, le printemps, en fait, non, l'été, durant la fameuse scène de cueillette de bleuets, François Paradis dit à Maria, promet finalement à Maria de revenir le printemps suivant après le travail au chantier forestier pour la marier. Donc, évidemment, Maria est très contente de ça. Et François Paradis, donc, part après l'été pour les chantiers forestiers. Et il décide de venir, en fait, il décide de faire une surprise à Maria et de revenir durant le temps des fêtes. Et il s'en va à pied avec ses raquettes et malheureusement, il se fait avoir par une tempête de neige. Il meurt dans la tempête. Donc, évidemment, Maria Chapdelaine, qui est au courant de la mort de François Paradis, a à faire un deuil. Et il y a une scène dans le roman vraiment, je vous dirais, assez originale où Maria Chapdelaine est à l'église et parle au curé de sa peine. Et le curé lui dit « Non, 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 ma fille, tu n'as pas à être peinée de la mort de François Paradis puisque tu n'étais pas mariée avec François Paradis. » Donc, on voit ici tout le rôle, en fait, que l'Église jouait sur la population, sur le mode de vie des gens.
Donc, Maria Chapdelaine, évidemment, une fois François Paradis décédé, donc se tourne vers Lorenzo Surprenant. Donc, Lorenzo Surprenant est une personne qui vient d'ici, donc de la région, mais qui a émigré aux États-Unis pour aller travailler dans une manufacture près de Boston. Donc, dans le fond, Lorenzo Surprenant offre à Maria vraiment une vie de luxe, une vie plus facile. Évidemment, à cette époque-là, en 1912, les gens ont à s'occuper de leurs terres, à cultiver pour vraiment survivre. Et là, Lorenzo Surprenant offre à Maria quelque chose de plus facile. Donc, Maria est quand même tentée de suivre Lorenzo Surprenant, jusqu'à ce que la mère de Maria, qui est représentée dans cette niche-ci, décède. En fait, elle est représentée de cette façon-ci, oui, parce qu'elle décède suite d'une maladie, mais aussi parce que son mari, qui est Samuel Chapdelaine, est un conquérant, on pourrait dire. En fait, Samuel Chapdelaine, qu'est-ce qu'il aime, lui? C'est aller sur une terre, acheter une terre, la défricher, faire sa petite maison, commencer à la cultiver et ensuite, il part vers une nouvelle terre. Donc, tout au long du roman, la mère Chapdelaine est très nostalgique. Elle dit toujours « Ah, qu'on était bien dans les vieux villages du sud du lac Saint-Jean », parce que la famille Chapdelaine, dans le roman, a habité Saint-Prime, entre autres. Donc, la mère Chapdelaine se trouve en fait isolée parce que, bon, quand elle était à Saint-Prime, les voisins venaient veiller, mais là, à Péribonka, dans le fin fond du bois, parce qu'il faut dire que l'histoire ne se déroule pas nécessairement dans le village même de Péribonka, mais c'est vraiment plus reculé. Donc, la mère Chapdelaine a cette nostalgie-là tout au long du roman. Ensuite, on termine avec Eutrope Gagnon, qui est le troisième prétendant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Maria Chapdelaine a décidé de ne pas suivre Lorenzo Surprenant suite à la mort de sa mère. Elle a décidé de rester finalement près des siens. Et donc, elle finit finalement par promettre à Eutrope Gagnon de l'épouser. Et le livre se finit ainsi. Donc, il n'y a pas mariage. Il y a une promesse de mariage, donc ça reste une fin tout de même ouverte. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, évidemment, il y a la trame amoureuse, Maria Chapdelaine avec ses trois prétendants, mais vraiment, le génie de Hémon, c'est d'avoir vraiment su dépeindre la société périboncoise à cette époque-là. Maintenant, je vais vous amener de ce côté-ci. Donc ici, c'est le mur d'exposition qui est vraiment consacré à la vie de Louis Hémon. Donc, ce qu'il faut savoir de l'auteur, c'est qu'il est né en France, en Bretagne, à Brest plus précisément, en 1880. Et Louis Hémon est né d'une famille aristocratique, donc son père travaillait pour la fonction publique française. Et évidemment, son père voulait qu'est-ce qu'il y a le mieux pour ses enfants. Et donc, Louis Hémon a fait des études en droit. Par contre, Louis Hémon, ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Donc, il a été, si vous voulez, un peu forcé finalement par ses parents, surtout son père, à faire ces études-là. Et suite à ces études, il décide de partir en Angleterre. Et là, c'est vraiment en Angleterre qu'il commence à écrire. Il écrit dans un premier temps, il est journaliste. Donc, dans un premier temps, il écrit pour le journal Le Vélo, qui est un journal sportif. Ça, c'est une caractéristique de Louis Hémon qui est très importante. Louis Hémon, c'est un sportif. Louis Hémon pratiquait la boxe, il préférait marcher au lieu d'aller en chevaux, en calèche, finalement. Il nageait aussi. Donc, Louis Hémon, c'est vraiment un sportif. Donc, d'ailleurs, le premier prix qu'il a remporté pour un texte qui s'intitule « La rivière ». Donc, c'est un texte qu'il avait publié lors d'un concours organisé par ce journal-là, le journal Le Vélo. C'est un texte de 1904. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il commence en Angleterre. Il envoie des articles à ce journal-là, ce journal français-là, toujours à partir de l'Angleterre. Et il rédige aussi d'autres romans,
Entre autres, on a ici Colin Maillard. On peut les apercevoir sous la vitrine, là. Colin Maillard, Battling Malone Pugiliste, Monsieur Ripois et la Némésis. Et qu'est-ce qui est à remarquer, en fait, c'est que tous ces écrits-là ont été faits avant 1912. Donc, tout à l'heure, je vous disais que le roman Maria Chapdelaine avait été écrit en 1912. Mais regardez, ils ont tous été publiés, en fait, après 1912, en fait. Donc, vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que le roman Maria Chapdelaine a été le premier roman que Louis Hémon a fait finalement éditer. Et ensuite, étant donné la popularité du roman, les autres écrits de Louis Hémon ont été édités par la suite. Donc voilà. Et pourquoi Louis Hémon arrive ici au Canada? C'est que Louis Hémon, dans le fond, c'est un aventurier. Il souhaite d'aventure. Il est probablement en recherche aussi d'inspiration. Et donc, lui, son but en venant au Canada, c'est d'aller d'aller faire les moissons, en fait, dans l'Ouest canadien. Donc, à cette époque-là, 1910, 1912, parce qu'en fait, Louis Hémon a commencé à prendre sa décision en 1910. Il est embarqué sur le bateau en 1911. Donc, Louis Hémon, en fait, arrive vraiment au Canada pour voir, en fait, en fait, c'est l'Ouest canadien qui s'ouvre à cette époque-là. Donc, Louis Hémon veut voir comment les gens s'y prennent finalement pour défricher et pour survivre avec l'agriculture, en fait. Donc, ce qu'il faut dire aussi par rapport à Louis Hémon, oui, il y a ce désir-là d'aventure, il y a ce désir-là aussi de recherche d'inspiration, mais on pense aussi que Louis Hémon a voulu fuir une partie de ses responsabilités parce qu'en fait, je vous dirais 2 ans avant son départ, il rencontre une actrice anglaise avec laquelle il a une liaison. Et de cette liaison-là naît une enfant, donc une jeune fille qui, en fait, Louis Hémon a quitté l'Angleterre. Cette jeune fille-là avait seulement 2 ans, là. Donc, évidemment, c'est une fille illégitime. Donc, il y a une partie de ça aussi. Louis Hémon a quand même laissé derrière lui une enfant. Donc, voilà, il réussit, il traverse en fait l'océan Atlantique, évidemment, en bateau à cette époque-là. Et sur le bateau, il rencontre un père de la congrégation des Eudistes, qui est une congrégation religieuse qui était à l'époque dans le secteur de Chicoutimi. Et donc, ce père-là lui dit, pas obligé d'aller si loin que ça pour voir le défrichage, comment on travaille la terre. Vous avez juste à aller dans le nord du lac Saint-Jean, puis ils sont en plein dans la colonisation. Donc, finalement, Louis Hémon débarque à Québec. Il va jusqu'à Montréal, travaille un peu ici et là à Montréal. Évidemment, il continue encore à correspondre, à envoyer en fait des articles au journal Le Vélo. Donc, il travaille un peu à travers ça comme journaliste. Et finalement, il décide de prendre le train vers Roberval. Et il est arrivé à Roberval fin juin. Donc, il arrive à Roberval, il va dans une maison de colonisation. À cette époque-là, il y avait des maisons qui avaient été mises en place pour vraiment aider les nouveaux colons à s'installer. Donc, Louis Hémon laisse une partie de ses effets personnels à cet endroit-là. Et là, il décide de marcher. Et il marche 110 km, 2 jours et demi, pour se rendre à Pirimonca. Et il arrive à Pirimonca et il décide de s'installer ici. Donc là, pourquoi? Probablement parce que Louis Hémon a été charmé par la rivière Pirimonca, le paysage. Donc, il décide d'aller rechercher, évidemment, ses effets personnels à Roberval, cette fois-ci en bateau. Et il revient en bateau, le bateau qui s'appelait le Nord à cette époque-là. Et sur le bateau, il rencontre Samuel Bédard. Et c'est Samuel Bédard qui l'engage comme homme à tout faire sur sa ferme. Donc, Samuel Bédard, c'est le propriétaire de la maison Samuel Bédard qu'on appelle aujourd'hui, qui est située sur le site du musée Louis Hémon. Donc, c'est vraiment la maison où Louis Hémon a séjourné quand il était à Pirimonca.
Et donc, Louis Aymon a passé 2 mois seulement dans cette maison-là. Et c'est vraiment à partir de cet endroit-là qu'il s'est inspiré pour écrire son roman. Donc voilà, Louis Aymon habite à Pyrmont-Cap pendant 2 mois, il observe les gens et ensuite il continue son périple. En fait, il passe du mois de septembre au mois de décembre 1912. Il va dans un camp d'arpentage avec Samuel Bédard à la recherche d'une voie pour créer un chemin de fer qui n'a jamais été construit finalement. Et ensuite, en décembre, il continue encore sa route. On le retrouve à Saint-Gédéon, entre autres, à Kenogami aussi, dans la région. Et ce serait vraiment à Saint-Gédéon qu'il aurait écrit en tant que tel le roman. Donc, à Pyrmont-Cap, il aurait tout simplement ramassé, si vous voulez, le matériel pour écrire son roman, mais on pense vraiment que le roman aurait été écrit à Saint-Gédéon. Donc voilà, après son périple dans notre région, Louis Aymon retourne à Montréal. Et il réussit à se dénicher un emploi dans une quincaillerie. Donc, c'est la quincaillerie Lois Brother. Et cette quincaillerie, Louis Aymon a accès à une machine à écrire. Donc, durant ses pauses, après le travail, c'est là qu'il va taper, en fait, son roman à l'aide de la dactylo, évidemment. Et nous avons ici la dactylo avec laquelle il a dactylographié son roman. Et nous avons aussi ce qu'on appelle, en fait, un facsimilé du tapuscrit original. Donc, ce n'est pas le facsimilé, en fait, ce n'est pas la version originale, puisque la version originale, elle est conservée à l'Université de Montréal. Donc, c'est une reproduction, mais on voit vraiment le tapuscrit sous sa forme originale, vraiment avec les fautes qui ont été corrigées à la main. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, Louis Aymon, par la suite, une fois qu'il a tapé son roman, envoie une copie à sa famille et il envoie une autre copie au journal Le Temps. Et il envoie ces copies-là et il décide finalement de continuer sa route vers son but principal qui était l'Ouest canadien. Donc, il y avait encore cet objectif-là derrière la tête. Donc, il part. Évidemment, à cette époque-là, on voyage à pied, on essaie de s'organiser un peu comme on peut, finalement, pour voyager. Et sur le chemin, il rencontre un autre voyageur, un voyageur australien, et ils décident de faire route ensemble. Et malheureusement, à Chapleau, en Ontario, les deux se font frapper par un train. Donc, c'est la fin de Louis Aymon. Il est décédé de cette façon-là, donc en 1913. Louis Aymon, bon, évidemment, il y a toutes sortes d'hypothèses. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la première hypothèse, il y en a qui se sont demandé si Louis Aymon avait des problèmes de surdité. Bon, peut-être, mais il n'y a rien dans son enfance qui indique qu'il aurait eu ces problèmes de surdité-là. Et en plus, l'autre voyageur qui est décédé aussi n'était visiblement pas sourd non plus, parce que ça aurait été un hasard, finalement, que ces deux personnes-là soient sourdes. L'autre hypothèse, en fait, c'est l'hypothèse du suicide, carrément. Bon, est-ce que ça se peut? On ne sait pas. Et sinon, l'hypothèse la plus plausible, c'est que les deux essayaient d'embarquer de façon illégale, finalement, sur le train. Ils ont manqué leur coup et ils se sont fait frapper par le train. Donc, c'est vraiment l'hypothèse la plus plausible, mais on ne saura jamais avec exactitude qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, voilà, c'est la fin de Louis Aymon. Par contre, son roman, lui, va continuer et va connaître un succès. Donc, en 1914, donc même pas un an après la mort de Louis Aymon, le journal Le Temps, à qui Louis Aymon avait envoyé la copie, décide de publier le roman sous forme de feuilleton. Donc, en fait, un feuilleton, c'est qu'il y a une partie du roman qui est imprimée dans le journal, finalement, à tous les jours. Donc, c'est vraiment la première fois que le roman paraît. Et évidemment, en 1914, bien, si on regarde qu'est-ce qui se passe à l'échelle mondiale, et surtout en Europe, bien, c'est la Première Guerre mondiale qui commence. Donc, en fait, le roman Maria Chapdelaine
à cette époque-là, passe quand même assez inaperçu. Et il faut attendre 1916. Il faut attendre 1916 pour que l'édition, la première édition du roman soit imprimée. Donc, cette première édition-là sort simultanément en France et au Québec. Et enfin, on a des copies ici de cette édition-là, qui est illustrée par un artiste très important de l'époque, Marc-Aurèle de Foix-Suzor-Côté. Donc, vous avez aussi la sculpture de Marc-Aurèle de Foix-Suzor-Côté qui s'est inspirée du roman Maria-Chapdelaine. Et donc, en 1916, encore une fois, en Europe, ben, on est en pleine guerre. C'est pas évident. Donc, encore une fois, le roman n'est pas nécessairement très publicisé, je vous dirais, très lu. Par contre, au Québec, là, en 1916, les intellectuels commencent à lire, là, ça commence à se propager un peu. Et en fait, la réaction par rapport au roman, ici même à Périmoncat, est très, très négative au départ. Les gens pensent que Louis Hémon a voulu se moquer d'eux. Il les dépeint comme des colons, comme des arriérés, des illettrés. Donc, c'est ce que les gens, c'est vraiment les premières réactions qui sont plutôt négatives de ce côté-ci. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que Louis Hémon, lui, dans le fond, il savait c'était quoi la modernité. Il voulait aller toucher finalement à un sujet qu'il connaissait moins. Donc, pour lui, la colonisation et ce que les gens vivaient vraiment au jour le jour, c'était plus impressionnant que, mettons, le développement d'une usine ou de la modernité. Parce qu'en fait, il y avait des gens qui disaient, bien, pourquoi il a parlé de nous de cette façon-là, tandis qu'à cette époque-là, il y avait une grosse usine de pâte et papier, en fait, qui était installée à Saint-Amédée de Périmoncat et qui fonctionnait vraiment, vraiment très bien à cette époque-là. Donc, c'est vraiment les premières réactions, je vous dirais, plus négatives, quoique il y a certains intellectuels, évidemment, qui ont beaucoup apprécié le roman. En fait, c'est vraiment avec cette édition-là, de 1921, que le roman Maria-Chapdelaine va connaître le succès. Donc, 1921, c'est l'éditeur Grasset qui publie le roman. Et là, le roman se propage vraiment en Europe et connaît vraiment un succès. D'ailleurs, c'est vraiment à partir de cette édition-là qu'on va voir apparaître les éditions en fait, les traductions. Donc ici, on a un échantillon, finalement, des traductions qui ont été faites du roman Maria-Chapdelaine. Donc, évidemment qu'il a été traduit en anglais, mais on a aussi en russe, à l'époque, l'Union soviétique, où le roman a aussi été publié. On a des exemplaires japonais, Danemark, Pays-Bas, on en a un de la Chine aussi. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais on a quand même une belle palette de ces exemplaires-là. Et ce qu'il faut dire, en fait, du roman Maria-Chapdelaine, c'est que c'est vraiment la première fois dans l'histoire qu'un roman connaît si tant de succès. On pourrait comparer ça aujourd'hui, mettons, à la sortie du Seigneur des Anneaux, là. À l'époque, c'était aussi important que ça. Donc, voilà, c'est vraiment c'est vraiment ce qui démontre là, le succès du roman à travers le monde. Et c'est vraiment la première fois aussi que les gens à l'extérieur du Canada entendent parler de notre coin de pays, donc, et plus particulièrement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, peut-être juste vous montrer les différentes éditions francophones qui ont été publiées, donc de Maria-Chapdelaine toujours. Donc, évidemment, l'exposition date de 2002, donc il y a d'autres éditions qui sont ressorties par la suite, mais ça donne quand même un bel échantillonnage là,
des différentes publications. Le roman Maria Chapdelaine a connu beaucoup de succès et évidemment, avec le succès, il y a toujours des dérivés. Donc ici, on vous présente en fait les dérivés du roman Maria Chapdelaine. Évidemment, tout au centre, il y a le musée Maria Chapdelaine de l'époque. Donc le musée a été fondé en 1938. Il s'agit du premier musée de la région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et qui a fondé ce musée-là? En fait, c'est une société qui a été créée, au début des années 1930. Donc, cette société-là regroupe des Montréalais de langue française, de langue anglaise, qui se sont finalement rassemblés et la mission de cette société-là était vraiment de commémorer en fait la mémoire de Louis Aymon et de perpétuer son œuvre qui est Maria Chapdelaine. Donc, cette société-là a approché à l'époque Éva Bouchard. Donc, Éva Bouchard qui était rendue propriétaire de cette maison-là. Donc, cette maison-là, c'est la maison où Louis Aymon a séjourné quand il est venu ici à Péremont-Camp en 1912 et qui, à l'époque, appartenait à la sœur d'Éva Bouchard, Laura Bouchard, qui, elle, était mariée avec Samuel Bédard. Donc, d'où le nom aujourd'hui de la maison Samuel Bédard.